Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'événements de commémoration de la Journée internationale des droits de la femme organisée par le Policy Center for the New South en collaboration avec la FGSES. Je souhaite tout d'abord donner la parole à M. Karim Inaoui qui fera son premier mot d'ouverture. Merci beaucoup. Bon, c'est parfait, bonjour à tous. Toujours un peu bizarre dans cette salle de parler comme ça sans micro. Bon, apparemment, il y a des micros qui sont juste là. Que vous dire? En tout cas, moi, je voudrais vous féliciter, vous tous, vous toutes, vous tous, qui vous êtes engagés dans cet exercice. Donc, mes collègues ici au Policy Center, à l'université, mais aussi les autres qui se sont associés à nous dans cet exercice. Alors moi, j'aime pas beaucoup les commémorations, mais surtout le mot commémoration, c'est un peu mémoire, commémoration. Donc je préfère surtout de parler de dynamique, d'engagement, et surtout de conscience de ce qu'on fait, de ce qui nous entoure, et de capacité à appréhender la réalité telle qu'elle est. Je pense qu'il faut du militantisme dans ces choses-là, mais ça ne suffit pas. Le militantisme, c'est de l'énergie, c'est de la volonté, mais il faut aussi penser les choses. Donc, je vous rappelle qu'à l'université, aujourd'hui, ici, il y a un déséquilibre important entre hommes et femmes, puisqu'on a plus de 70% de nos étudiants qui sont des femmes. On me dit que c'est un peu la même chose partout dans l'ensemble des filières, et que c'est aussi dans certaines filières qui étaient plutôt équilibrées dans le passé. C'est un peu la même chose, même dans les écoles d'ingénieurs, en médecine, etc. Donc je pense qu'il faut réfléchir aux conséquences de ça sur une génération, deux générations. Des corps d'étudiants, année après année, ça aura fondamentalement un impact puissant sur la société en général. En caricaturant, si on se trouve avec un stock de main-d'œuvre de personnes en âge de travailler, disons 15-65 ans, pour être un peu bref, avec un nombre d'âge, un nombre moyen d'années, disons d'études chez la population féminine qui est le double de celui de la population masculine, ça pose un grand point d'interrogation. Peut-être que voilà des idées sur lesquelles il faudrait réfléchir. Je voudrais saluer en particulier Mzera, je ne la vois pas. Ah, elle se cache. Laisse-la respirer. Tu l'écrases, ça. Toi, tu es bien. Voilà. Nous y sommes. Voilà, le bête rasé. C'est pas nous. Ouais, non, il y a quand même. Oui, l'espace, l'énergie. Ce qu'on peut faire. En tout cas, Lisa, félicitations pour tout ce que tu fais dans ce domaine-là. Félicitations pour le livre. Ça a commencé par un livre sur le leadership féminin. Je pense qu'il y a des choses à faire avec les nouvelles générations aussi. On a peut-être au Maroc, vous m'en excuserez mesdames, mais un passage de témoin à opérer qui c'est de mon point de vue. Et là, je vous donne un point de vue un peu extérieur parce que ce ne sont pas mes sujets de prédilection. Bien qu'en tant que manager, j'y sois tout à fait sensible. Il y a peut-être un passage de témoin à faire entre le milieu associatif, le mouvement, disons, féminin, féministe, prenez le mot qui vous convient mieux, qui a gagné fait des combats, etc., depuis une trentaine d'années, fait évoluer des choses, notamment sur le cadre juridique, les pratiques, c'est un petit peu plus lent. Il y a peut-être un passage de témoin avec une nouvelle génération ici, peut-être plus froide du point de vue, disons, de la chaleur du militantisme, plus froide, plus pensée, plus stratégique, et qui prend place dans ce contexte dont je parlais, c'est-à-dire le changement d'équilibre entre les populations au niveau des études supérieures, en particulier ce qui nous concerne ici, mais ça se lit aussi au niveau des lycées, etc. Donc, je crois qu'il faut réfléchir un petit peu à ce, on va dire, what's next pour les 25 prochaines années. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez construire
ces sujets, comment vous voulez qu'ils soient abordés. On a des clubs à l'université, je pense que c'est le bon format aussi pour avoir ce type de discussion entre vous, votre génération, qui est aussi née dans des mouvements politiques, qui est une genèse aussi quand même, disons, issue des grands mouvements politiques, et cette génération qui est peut-être un peu moins de ce point de vue-là. Mais c'est à eux qu'il faut poser la question en fait. Moi je vous dis ce que je perçois, ce que je sens, de mon point de vue ici, à la fois en tant que disons, manager dans des structures ou en tant que citoyen marocain. Tout ça n'est pas in abstracto, je pense qu'il y a aussi des dynamiques globales à l'échelle internationale sur ces questions-là qu'il faut observer de près et sur lesquelles il faut travailler. Chez nous, au Policy Center, c'est quand même un sous-programme de travail, de recherche, en fait, dans notre articulation de notre agenda de recherche, et quand on est en train de réfléchir aux 3 prochaines années, donc je pense que les discussions que vous allez avoir sont très utiles pour nous aussi sur des idées de programmes de recherche, d'animation, enfin, d'événements, de connexions peut-être un peu plus dynamiques, intenses aussi avec, disons, l'en dehors de Rabat Casa, donc l'entre-soi de Rabat Casa, qui est peut-être un syndrome qui nous touche aussi tous. Et je crois qu'il faut regarder un peu plus large dans les régions, etc. Quand je dis regarder, c'est regarder, faire de la recherche, impliquer, embarquer. On a eu des initiatives, nous ici aussi, d'aller dans l'ensemble des régions du pays via leurs universités, mais peut-être qu'il faut aller au-delà du monde académique sur ces questions-là. Donc ça, c'était un peu le chapeau général sur comment on perçoit ça. En tout cas, vous avez tout notre soutien, notre intérêt, notre engagement en tant qu'institution, des deux côtés, que ce soit l'université ou bien sûr le Policy Center, ça nous ça, pour poursuivre sur ces questions-là. Quant au sujet qui va vous occuper aujourd'hui, je déclare mon incompétence totale sur les questions de paix et de sécurité. Et donc on a travaillé sur ça. Je pense qu'il y a une édition spéciale de APSACO, de notre conférence sur paix et sécurité, qui a été consacrée à ça. Donc je pense que des discussions intéressantes, mais à mon sens, qui sont aussi, pardon, la paix et sécurité, c'est aujourd'hui aussi. Voilà. Je parlerai aussi des questions de technologie. Donc nous sommes, nous, à l'écoute, en tout cas ici. À mon sens, il faut continuer, donc pas de commémoration, c'est bien, mais action continue, implication permanente, c'est mieux, je dirais. Tout en pensant vraiment aussi à ces dynamiques démographiques dont je parlais et qui auront des profondes conséquences, je pense, sur la sociologie de notre pays, sociologie en général, politique, dans les familles, etc. À mon sens, c'est un mouvement extrêmement structurant qui aura des conséquences de long terme sur notre société. Donc encore une fois, bienvenue à tous pour ceux qui nous viennent de l'extérieur. À suivre. En tout cas, félicitations et bon courage. Merci. Merci M. Lenaoui pour ce mot d'ouverture, et je donne donc la parole à Mme Amina Lofri, qui est la présidente de notre autre partenaire, l'Association démocratique des femmes du Maroc. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est vraiment pour moi un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et l'Association démocratique des femmes du Maroc est fière d'être associée à cet événement. Elle est fière à double titre, parce qu'il s'agit de la recherche, de la connaissance, du savoir. Et notre association accorde un grand intérêt à la recherche, au savoir. Et aussi parce que cet événement, dans cet événement, il y a des jeunes. Nous nous adressons aux jeunes et nous considérons, au sein de notre association, du moins depuis 3 ans,
que l'intergénérationnel est très important. Il est très important à différents niveaux. Je vais vous raconter notre vécu. Il y a 3 ans, notre Assemblée générale a recommandé, plutôt a incité nos 3 bureaux à impliquer les jeunes. Il fallait aussi impliquer les jeunes aussi bien au sein de nos instances de gouvernance que dans nos partenariats et dans notre travail avec les jeunes. Et donc, pour répondre à ces recommandations, notre bureau de Rabat donc, a convenu de mettre en place un programme qui avait pour objectif de mettre en place un mécanisme intergénérationnel. C'est quoi ce mécanisme? C'est un mécanisme qui est composé d'associations de jeunes, de nouvelles associations, et je dirais d'associations établies. Établies, pour ne pas dire de vieilles associations, donc plus anciennes associations. Et dans le processus qui devait mettre en place ce mécanisme intergénérationnel, nous nous sommes dit, nous allons faire 2-3 réunions en retraite, parce que ça se passait dans le cadre de retraite, avec une dizaine d'associations de jeunes donc, qui sont dans différents secteurs d'intervention. Et on va mettre en place ce mécanisme, on va développer notre vision commune, les objectifs, etc. Il nous a fallu 1 année pour mettre en place le mécanisme et pas moins de 10 retraites de 2-3 jours chacune pour arriver à nous connaître, à nous faire confiance, à mettre en commun nos approches et nos moyens de travailler. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes ne nous connaissaient pas. Vous savez, c'est les jeunes qui sont nés dans les années 2000, un peu à la fin des années 90. Ils méconnaissaient tout de notre combat. Ils ne connaissaient pas notre combat. Nous avions l'impression, vous savez, et heureusement d'ailleurs, il faut le faire, on se pétait un peu les bretelles, on a fait, on a atteint, on a combattu, on a surmonté les obstacles. Mais pour les jeunes, ce n'était pas du tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas levé la barre trop haut, mais qu'est-ce que vous avez eu? Regardez. Et on a commencé à nous mettre un peu toutes les inégalités qu'il y avait dans tous les domaines. Donc c'est pour ça que nous devrions accorder une grande importance à l'intergénérationnalité. Et je félicite donc Monsieur le doyen d'avoir accordé une grande importance, et je félicite aussi le Policy Center de tout accorder cette importance, parce que c'est une exigence de notre Maroc, le Maroc que nous voulons, un pays libre, démocratique, où tous les citoyens et citoyennes vivent libres et égaux. Cette exigence, il va falloir, pour arriver à cette exigence, il va falloir nous retrousser les manches. Et pour nous retrousser les manches, il va falloir toutes les forces vives de la population. Et les forces vives, c'est vous, les jeunes étudiants et étudiantes, qui sont le présent et l'avenir de notre pays. Donc vous allez m'excuser, je vais être un peu long aujourd'hui, je ne sais pas si vous me l'autorisez, prendre un petit 5 minutes en plus. Parce que je souhaiterais, vous savez que les associations sont un peu opportunistes, elles profitent de toutes les opportunités qui leur sont données. Donc je vais profiter de cette opportunité d'avoir des jeunes pour vous parler un petit peu de la situation des droits des femmes dans notre pays. Parce que nous disons l'inclusion socio-économique des femmes. Et l'inclusion socio-économique des femmes, d'abord c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui se fait, on ne le décide pas, et on y arrive. C'est un processus qui prend de nombreuses années, de décennies. Et ensuite c'est une approche, c'est une stratégie. Et pour cette raison, j'aimerais bien, parce que je me suis rendu compte que les jeunes, les associations ne connaissaient pas un peu notre histoire.
ou plutôt le processus qui a été enclenché. Donc je vais vous en parler rapidement, brièvement, en 3 périodes. Donc on va commencer par la période des années 90, fin 90, peut-être jusqu'en 2011. Donc fin 90 jusqu'en 2011, bien sûr, il y a eu des réalisations bien avant, mais les principales réalisations qui ont touché au volet juridique et institutionnel ont été réalisées à partir de fin 90, au moment du gouvernement d'alternance, au moment où nous avons eu des réformes juridiques, institutionnelles, en faveur des droits des femmes. Juridiques, je ne sais pas si vous l'avez vu, au niveau du code pénal, par exemple, on a intégré la pénalisation de la violence domestique, on a intégré le harcèlement sexuel, le code de la nationalité, où la femme dorénavant pouvait, la femme mariée à un étranger pouvait donner sa nationalité à son mari. Mais une des plus grandes, je dirais, révolutions que nous avons connues au niveau des droits des femmes, ça a été la réforme du code de la famille. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle révolution? Tout simplement parce que cette réforme a été assez ambitieuse, avec un courage politique qui était assez important, et c'est une réforme qui a désacralisé le code de la famille. On considérait que c'était un texte sacré, il ne fallait pas y toucher, c'était comme ça et pas autrement. La femme devait obéissance à son mari moyennant subsistance, et tout le monde trouvait ça normal. À la limite, on disait c'est normal, c'est notre religion. On pouvait les marier, les petites filles mineures. Le mari pouvait répudier sa femme quand il le voulait, au moment où il le voulait. Il pouvait épouser 4 femmes. Toujours est-il, c'était un moudouala qui était discriminatoire. En 2004, notre révolution, on désacralise, on intègre l'égalité entre l'homme et la femme en droit et en obligation, dans ses obligations et ses droits. On lève l'âge du mariage à 18 ans, le divorce devient judiciaire, etc. Donc, pourquoi c'est une révolution? Et aussi, le code de la famille, la réforme de ce code a permis de porter les droits des femmes sur les places publiques. Moi, je me rappelle, j'ai beaucoup travaillé avec les organismes internationaux, notamment avec l'Agence canadienne de développement international, qui avait comme objectif la promotion des droits des femmes. Et quand on allait voir les départements ministériels concernant l'égalité, ils nous disaient « mais nous n'avons pas de référentiel ». Mais on n'a pas, pourquoi vous voulez l'égalité? Il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de, on ne peut pas. Bon, bref, ça a permis donc d'avoir un débat social sur les droits des femmes. Donc en parallèle, on a eu la stratégie nationale d'équité et d'égalité, nous avons eu même une circulaire du Premier ministre, rappelez-vous, en 2006, qui incitait les départements ministériels à intégrer de manière transversale leur égalité dans leurs programmes et projets. Et dans la foulée, on a eu le programme d'institutionnalisation de l'égalité dans la fonction publique. Je pense que Madame Sylvie a bien connu ce programme, et elle en était une des artisanes. Nous avons eu également l'institutionnalisation, le programme d'institutionnalisation dans l'éducation, dans la communication, dans l'emploi, des programmes extraordinaires. Et je vous dis, tout ça, ça a été avant 2011, avant la Constitution. Il y a eu des comités qui se sont organisés, etc. 2011, la Constitution. On s'attend à ce que toutes nos revendications soient consolidées d'abord, parce que je vous disais, il y a eu pas mal d'acquis. Donc, quand je dis on, c'est le mouvement féministe. Féministe, ça veut dire lutter pour les droits économiques, sociaux des femmes. Et bien sûr qu'on allait de l'avant, puisque la Constitution, elle prône l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les droits. Notre Constitution prône la primauté des engagements internationaux du Maroc sur la loi interne. Et notre Constitution ne réserve pas plus de 18 dispositions aux droits des femmes. Désormais, nous avons un cadre de référence pour intégrer l'égalité, pour promouvoir
l'effectivité des droits des femmes. On ne parle plus de la promotion des droits des femmes. Non, actuellement, il faut parler d'effectivité. Il faut que ces droits soient effectifs. Paradoxe. Nous avons vécu un paradoxe. Au même moment où nous avons une constitution qui devait ouvrir un large sentier de réforme, nous avons eu un gouvernement avec à la tête un parti conservateur qui, les conservateurs, il a été élu pour cela, et où on a eu plusieurs obstacles. Au moment où on devait plaider pour aller de l'avant, pour mettre en œuvre notre constitution, nous avons eu un travail monstre en termes de veille pour sauvegarder nos acquis seulement, parce qu'ils voulaient toucher aux acquis aussi qu'il y avait eu, on voulait revenir en arrière. Donc on devait faire ce travail de veille et de sauvegarde. Pendant cette période, donc je vous parle de la période 2011-2021, très peu d'acquis. Il y a eu très peu d'acquis. Et les quelques réalisations, je pense à la loi 103/13 sur les violences à l'égard des femmes, les quelques acquis que nous avons eus n'ont pas été élaborés sur la base des droits humains universels des femmes. La loi, par exemple, elle ne concerne pas tous les types de violences et n'est pas élargie à toutes les catégories de femmes. Les femmes en situation de handicap, les femmes migrantes, les mères célibataires, etc. Il n'y a pas le principe de la diligence voulue. Bref, c'est une loi qui doit être révisée. Donc je vois au niveau des organisatrices qui commencent à s'inquiéter. Je vais bientôt... On pourrait revenir... On doit revenir dans un format... Ok. Donc, peut-être que je vais parler de la période 2021 actuellement. Actuellement, nous avons des larges chantiers qui sont annoncés. Donc, il y a la réforme du code pénal, il y a la réforme du code de la famille, qui sont les axes prioritaires. Mais ce qu'on peut conclure et ce que nous pouvons tirer de notre expérience, il ne peut y avoir d'inclusion socio-économique sans les droits des femmes, sans l'effectivité de tous les droits des femmes. Donc, pour que ces droits soient effectifs, nous devons avoir, et nous cessons de le clamer, il faut avoir une vision globale. Il faut avoir une approche stratégique. Et que veut dire une vision globale? Une vision globale, ça veut dire penser à un plan global qui concerne et les réformes juridiques, parce que vous avez vu actuellement, il y a des contradictions. À date, il n'y a pas encore d'harmonisation des lois, mais le code de la famille, par exemple, est très contradictoire. Égalité homme-femme en droit et en responsabilité, mais on accorde à côté la tutelle légale à l'enfant. En 18 années d'application, il y a des contradictions entre les lois elles-mêmes. Donc, approche légale en termes de réforme de loi. Il faut aussi une approche globale pour les politiques publiques. Pour les politiques publiques, il faut qu'elles soient élaborées, planifiées, élaborées et évaluées sur la base du principe de l'égalité. Il faut qu'elles soient intersectorielles, parce qu'il faut qu'il y ait convergence entre les différentes. Si on veut vraiment une implication socio-économique des femmes, il doit y avoir une convergence entre les politiques publiques. On ne peut pas promouvoir l'éducation sans qu'il y ait l'implication de l'équipement, sans qu'il y ait l'implication de la santé, donc il faut qu'il y ait une convergence avec des objectifs communs, et il faut la redevabilité. Qui est redevable envers les droits des femmes dans notre pays? Je veux parler de l'exécutif et du législatif. Il faut que nos plans, nos programmes comportent qui est responsable. Il faut l'obligation de rendre compte, et se rendre compte, ça veut dire des systèmes de suivi, d'évaluation, d'information, de manière à ce qu'on puisse annuellement identifier qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et on rectifie le tir. Et je pense que nous sommes dans un espace où on peut parfaitement réaliser donc la production de ces données, et je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Lotfi pour ce mot d'ouverture.
Puis avant d'initier notre premier panel, je souhaiterais vous inviter à visionner une vidéo que nous avons coproduite avec la FGSES. Puis c'est une vidéo de quelques minutes, de 6 minutes exactement, qui va aborder et essayer de mettre en relief le contraste entre les étudiantes qui sont de plus en plus sur le banc des universités et d'un autre côté, l'accès qui reste encore restreint de ces femmes dans le marché du travail. Donc je remercie toutes les équipes qui ont fait que ça a été possible et je remercie surtout les étudiantes avec qui ça a été un vrai plaisir de collaborer. Merci beaucoup. C'est le taux d'hommes actifs sur le marché du travail au Maroc, et aussi le taux de femmes qui n'y ont pas accès. En effet, 8 femmes marocaines sur 10 n'ont aucune présence sur le marché de l'emploi formel. D'un côté, le taux d'alphabétisme des femmes, proche de 54%, limite drastiquement leur opportunité. Mais de l'autre, les effectifs des étudiantes à l'université ne font qu'augmenter, avec un taux de plus de 57% qui ne se traduit pourtant pas par un accès plus facile à des postes de responsabilité, ni même à des emplois tout court. En effet, seulement 43% des femmes diplômées du supérieur exercent une activité. La part des femmes dans la population active ne dépasse donc pas les 21%, soit l'un des taux les plus bas du monde, ce qui place le Maroc au 180e rang sur une liste de 189 pays, selon le PNUD. Cette part a même régressé ces 20 dernières années, malgré un PIB par habitant plus élevé, un taux de fécondité plus faible et un meilleur accès à l'éducation. La situation est souvent expliquée par des normes culturelles et sociales encore très prégnantes. Bien souvent, quel que soit leur milieu social, les femmes sont censées donner la priorité au foyer plutôt qu'à leur carrière. Afin de partager leurs réflexions sur un phénomène de société qui nous concerne tous, en cette journée du 8 mars, la parole a été donnée aux étudiants de la FGSES, la faculté de gouvernance, de sciences économiques et sociales de l'UM6P. Nous les écoutons. Definirei il mio percorso universitario gratificante, stimolante e molto interessante. كنصح بزاف كنحس بزاف من ستريس باش يستاهل متحدٍ شيق ومثري. I'd say authentic, amazing, but of course tough. Je dirais multidisciplinaire, très enrichissant et me permettant de saisir davantage les enjeux mondiaux. Alors surprenant, difficile mais passionnant. Sinceramente questa è una grande perdita per la società marocchina in quanto la donna è dotata di questi sensi intuitivi e intelligenti che potranno cooperare per una problematica a livello pubblico. شفت انه حبيتي تقدر تقولي تشجع انه نبدا ادب إنه فعلا الأمر محزن وعلى ما أظن طالما في المجتمع وعليه أن يكون لنا حضور رجال. كان بحال تجبر لي وفير تيمغالي اللي تمثل وكان ونص كان غير تمثلتنا المغرب بزاف كله ما تكارت كله غير اللي البنات قدرت بها على جيس الغرابه ورسم التكفى غير اللي استحقات بالدرجه اللي استحقات غير الناس المجتمع عندنا في المغرب. Would I say shocking? Of course no. Especially that we have a large number of women who doesn't go to school, doesn't get so discriminated when it comes to their labor market. Je trouve que c'est largement injustifié, étant donné que les femmes sont des citoyennes à part entière et que c'est dommage pour notre pays. Alors la vérité, ça démontre juste le fait qu'il faut traiter justement cette problématique de la femme au sein du milieu professionnel de manière beaucoup plus urgente. Et je trouve aussi que c'est dommage puisque les femmes marocaines sont vraiment très compétentes et très persévérantes. Direi di no, perché comunque ho già compiuto un paio di obiettivi e mi sento capace di affrontare il mondo del lavoro. صراحة وليت لا أمغدا مغادا مقايقز بالعكس تمغاد غاس زمتي مو ديال هكذا فما يتكلم مشكل. هذا مما لا شك فيه فدخول سوق العمل يحتاج إلى مجموعة من الجهود وكما يقول أحمد شوقي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تبقى الدنيا غلابة. أفغاني دي سرقات ولا تمغاد تنقاد ديال خدمت لابد ما داس نتنص أنفس اللي بحال دار خدمت أما يخصني كي اللي قال تمغاد أتيني غير كل المسائل ولا تركض غلول وليني اختل الإرادة راه تكوت كل الخيرات. I would say yes and I would say no. If I see my competencies, I think no. But if I see who I am, my gender,
Of course, yes, I'm a woman, but add to this, I'm a hijabi woman, meaning that my scarf added more flavor to the toughness of my career a bit. Je pense qu'il peut y avoir des obstacles dus à la concurrence de personnes plus expérimentées que moi, et ça se résume à ça globalement. Bien évidemment, il y aura des obstacles, des difficultés, et je pense que ça s'applique sur tout le monde, hommes et femmes. Mais je pense qu'en tant que femme, j'ai plus de chances de faire face à certaines difficultés particulières au sein du milieu professionnel. Prima cosa attribuire un salario equo in quanto donna e uomo, ma soprattutto cercare di coltivare questa competenza della donna nella mente degli uomini, in quanto ella è molto intelligente e potrebbe anche superare la gente maschile. يمكن حيت ضرورة تخدم شي ميزة اللي غات مسؤولية ديال الذات دونك كذا سعد يجمعني اللي يكون مسؤولية مسكينة الذات أمي غتيرو المشكل. سأكون حريصا على أن يكون الانتقاء على حساب الكفاءات والمهارات ولا يكون بناء على تمثيلية معينة أو بناء على جنس الشخص. باش هذا اللي مربي اللي خكرا البلاص راه الدماغ التعاون التمغاس تخدم هذا السكر هي التوقيت اللي غادي سياج باش هاد السكر خدمت سوا سكيميز ني غتزمليو باش اتفق تقابل تيميز تايوان ولا خدمت. I think I would prefer to go with dropping gender. We don't care about gender here. We care about skills and competences. Je trouve que la politique déjà mise en place dans certaines institutions marocaines comme les quotas est une bonne initiative. Alors la vérité, je pense que je m'intéresserai à certaines problématiques comme l'égalité des salaires par exemple, parce que je pense que ça va créer une certaine motivation, mais ça va aussi maximiser la production et bien sûr je ne suis pas en train de dire qu'on travaille que pour l'argent. المرأة قصة صبر كفاح ونجاح. كلمة واحدة خلال حقها قد سليما المرأة نصف المجتمع. Me, history and half society. Je dirais polyvalente ou acharnée. Alors je dirais résiliente. Je réitère mes remerciements à toutes les personnes qui ont participé à cette capsule. Et puis sans trop tarder, je donne la parole au premier panel à Madame Mounia Boustak, que j'invite à nous rejoindre, ainsi que le reste des panélistes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de pouvoir animer ce premier panel. En tout cas, mes remerciements à M. le président du CNS et de la FGSES pour son soutien et son appui pour avoir permis que cet événement puisse avoir lieu. Mes remerciements aussi à l'Association démocratique des femmes du Maroc pour leur implication très forte et aussi pour toute cette énergie qui, je suis certaine, va pouvoir inspirer nos jeunes, les étudiants, et pouvoir les inscrire dans cette dynamique et pour qu'ils soient des acteurs aussi participant de manière, je dirais, dynamique, mais aussi apportant de nouvelles approches et de nouvelles initiatives. En tout cas, j'aurai l'immense plaisir de modérer ce panel. On a à peu près 1 heure dans la gestion de ce panel, donc je vais demander aux panélistes d'être succincts pour permettre également à la salle de pouvoir réagir et interréagir. Notre thématique, elle portera sur, comme cela a été dit, cette table ronde s'inscrit dans un ensemble d'actions qu'on avait mené avec Mme Chkroni, que je remercie beaucoup, Fadela qui était la cheville ouvrière avec plein d'autres de l'équipe du CNS qui ont bien contribué à cet exercice-là pour pouvoir justement donner la possibilité d'avoir un nouveau narratif par rapport à la question des droits de la femme. Et surtout qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de jeunes, c'est une thématique qui ne les attrape pas beaucoup et qui n'étaient pas suffisamment informés sur les enjeux, les questions. Et donc là, aujourd'hui, on refait le zoom sur l'inclusion économique. Ça peut sembler un sujet qui était déjà débattu. Il y a beaucoup d'études, d'analyses qui montrent effectivement cette décroissance et qui montrent que même si on a fait beaucoup de progrès en termes de scolarité, bon, cette inclusion n'y est pas encore. Et justement, parce que les résultats ne sont pas là, on se dit qu'il faut remettre ce sujet à l'ordre du jour, qu'il faut remettre ce sujet en plein débat. Et plus important, il faut que les jeunes s'impliquent aussi dans cet exercice-là
d'abord pour une meilleure compréhension des enjeux, parce que le monde de travail demain est en pleine mutation, qu'il va y avoir de nouveaux défis. Sommes-nous assez préparés pour pouvoir affronter ces obstacles? Sommes-nous prêts pour assurer une réelle inclusion socio-économique et sommes-nous prêts aussi à contribuer à l'essor de notre pays? Donc, il y a plein de questionnements. En même temps, nous avons une nouvelle technologie qui peuvent apporter des opportunités, mais en même temps, ça nous peut nous créer des défis si on n'est pas suffisamment préparé. Et donc là, je vous propose qu'on ait cette séquence en 3 temps. Premier temps, je vais demander aux panélistes qui vont surtout intervenir dans le cadre institutionnel et réglementaire pour voir un petit peu quels sont les enjeux d'ordre qui sont liés au droit. Et puis on aura, donc ça va être Madame Rabhazid qui est avec moi et Madame Tijmerdi. Et après, on aura un volet qui sera abordé par Siti Brazi, senior économiste au Policy Center, qui va surtout parler des résultats terrain et je dirais des réalités du terrain. Et après, une troisième séquence qui, pour moi, j'espère qu'elle va être ouverte pour le débat. Pour vraiment, on voudrait qu'il y ait cette interaction pour pouvoir faire émerger les idées, pour pouvoir aussi identifier les perspectives et les possibilités qu'on puisse avoir pour créer cette dynamique. Donc, sans trop tarder, moi, je voulais d'abord faire réagir nos panélistes sur la vidéo, peut-être en 2 mots. Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Je vais commencer par le dernier qui va être à c'est Igor Razi. Après, je vous laisse la parole. En 2 mots. Merci Madame Gustin, merci chère audience. Par rapport à la vidéo, je dirais que la réalité du terrain est un peu contraste avec ce que quelques étudiants pensent des raisons de cette situation je dirais, de baisse continue de l'activité féminine sur le marché du travail. Et j'en parlerai, Inch'Allah, bientôt. شكرا صباح الخير. الفيديو قدمت واحد المفارقه بين اننا بقدر ما كنشجعوا الولوج او لاكسي دي في دي فام ما كيتعلق بالدراسه وكذلك العمل، بقدر ما ان المؤشرات اللي كتقدم لنا انها ضعيفه بزاف، ومنها اللي كيطرح واحد السؤال شنو هي العوامل الاخرى اللي كتساهم في هذا الوضع هذا اللي هي كنعتبروها بانها سوسيو اقتصاديه وكذلك انها ثقافيه ومعرفيه. Merci. Moi, je trouve que ce qui m'a frappé chez nos étudiants, et j'en ai retenu beaucoup des miens, c'est leur espoir. C'est, si vous voulez, cet élan de la jeunesse. Et moi, je leur fais confiance, et à l'avenir aussi. Il faut rester optimiste. Donc, merci beaucoup pour ce premier échange. Alors, la parole est à moi. C'est moi qui commence. C'est vous qui allez commencer par rapport à droit du travail et inclusion socio-économique de la femme. J'ai une petite présentation, je vais aller vite. Oui, voilà, donc on essaiera de mettre pour aller. Je vais mettre le top chrono, comme ça, on s'assure. Je sais pas si ça transmet. Heureusement, vous modernez pas. ما تحسبيش دابا سي موا كي تدوم دونك ضايع. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être là. Merci à Madame Chikroni et Madame Gustave de m'avoir permis d'être là avec vous ce matin. Et j'avais proposé à Mouni de parler du Code du travail et de l'inclusion socio-économique de la femme. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que des fois, quand j'ai un coup de blues par rapport à la condition de la femme au Maroc, je lis le Code du travail. Et vous allez comprendre pourquoi je lis le Code du travail tout à fait à la conclusion. Donc, suspense. Ça marche? Si celui-ci, ça marche pas. Affiché en tout cas. Donc je vais commencer en attendant parce que le décompte est parti. Donc je vous propose de faire cette intervention en 3 points en essayant d'être le plus bref possible. Je voudrais m'intéresser dans un premier point au référentiel normatif et puis pointer aussi les insuffisances du code du travail et me risquer à quelques recommandations.
Voilà, si on y arrive. Voilà. Alors, en guise d'introduction, il y a certains chiffres qui ont déjà été avancés ce matin. Et non, c'est trop tôt. Voilà. Et qui, juste pour dresser un petit peu le tableau, j'ai pris des chiffres de la Banque mondiale, qui recoupent d'ailleurs ceux du HCP de 2020, et qui dit que la participation des femmes au marché du travail reste faible, on l'a tous dit, elle est de moins presque 20% à peu près. Et comme ça a été souligné tout à l'heure, pourtant il y a un PIB par habitant plus élevé, un taux de fécondité plus faible, un meilleur accès des femmes, et on n'arrive pas. Ce taux, en fait, n'a cessé de décliner depuis 2004, où c'était vraiment au top, où on était à 26,3. Et puis, il y a un autre chiffre significatif, on a déjà pas mal parlé de l'égalité salariale et ce ressorti chez les jeunes. On est, selon l'OIT, à 18,5% d'écart entre les hommes et les femmes. Alors, en ce qui concerne le référentiel normatif, je commence par la Constitution de 2011 qui dit que le droit au travail est un droit à un travail décent. C'est une notion d'ailleurs qui vient de l'OIT, du BIT. Un travail décent constitue un droit fondamental. Pour cela, nous avons l'article 31 qui est clairement écrit et qui nous dit que les citoyens et les citoyennes ont droit au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi et d'auto-emploi. On va voir un peu ce qui est fait en termes justement de politique publique par rapport à cela. Nous avons les différentes... J'ai suivi ici la hiérarchie des normes. Je fais des clins d'œil avec professeur juriste dans la salle. Donc la Constitution, et puis les différentes conventions ou déclarations de l'OIT. Je voudrais juste souligner que le Maroc a adhéré à un certain nombre de conventions, les plus importantes, et qu'en fait le Maroc est un membre actif, très actif, à l'OIT et au BIT. Alors, toutes ces conventions reconnaissent le droit au travail comme un droit fondamental. Et je voulais juste rappeler la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, qui sont suivis, qui a été adoptée par consensus le 18 juin 1998 et qui reconnaît 4 droits du travail comme fondamentaux. La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective pour les syndicats, l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. En fait, ces 4 droits découlent de 8 autres conventions très importantes de l'OIT qui sont désignées comme les conventions fondamentales. Si je prends la CEDAW, je m'intéresse à l'article 11, et l'article 11 est très bavard par rapport justement au droit du travail et par rapport aux femmes. On nous dit dans cet article 11 que le droit au travail est un droit inaliénable de tous les êtres humains, le droit au libre choix de la profession, le droit à l'égalité de rémunération, la sécurité sociale, et on peut continuer à défiler. Pour ce qui est du plan interne. Au plan interne, nous avons la loi 65/99 du 11 septembre 2003 relative au Code du travail. Je vais vous dire que pour qu'il naisse, ce Code du travail a mis près de 30 ans à sortir. Je me souviens, moi j'étais étudiante, il y avait un projet qui était là et on a mis très longtemps avant d'avoir un Code du travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Code du travail a une préface très optimiste et vous allez voir ce que nous dit cette préface. Et un préambule, ce qui est très important aussi, qui explique toute la philosophie et les idées qui sont donc véhiculées à travers ce code par le législateur. Ce code nous dit dans la préface qu'il a été élaboré dans le respect des droits et libertés dans le domaine du travail tels que garantis par la Constitution, donc conformité à la Constitution, tel aussi que ça a été fait pour les droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, et puis aussi en tenant compte des conventions de l'OIT ratifiées et publiées par le Maroc, et le code d'emblée précise est celle relative à la protection de la femme et de l'enfant. Donc on voit le zoom ici sur la femme et l'enfant. Et j'ai pioché quelques articles de ce code, notamment l'article 9, c'est les grands apports, si vous voulez, du code du travail, interdiction de toute discrimination, notamment sur la base du sexe, et puis il y a aussi le fait que l'insulte grave, l'agression, le harcèlement sexuel et l'incitation à la débauche constituent aujourd'hui des fautes graves.
ceux qui ont fait du droit administratif savent ce que c'est qu'une faute grave pour l'employeur, mais il y a quelque chose de très important et que les associations de femmes essayent d'intégrer, notamment dans la loi sur la violence. C'est qu'aujourd'hui, le législateur a mis à la charge de l'employeur une présomption de responsabilité quand une femme quitte son poste, par exemple, pour l'un des motifs que je viens de signaler. Qu'est-ce que c'est que la présomption sur le plan du droit? Ça renverse la charge de la preuve, c'est-à-dire c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas fait. C'est pas à la victime de prouver qu'elle a subi un harcèlement, parce qu'en général, ça se passe en aparté, c'est pas public. L'article 346 aussi, qui interdit clairement toute discrimination par rapport au salaire. Les articles 172 à 78 qui lèvent l'interdiction de travail de nuit des femmes avec beaucoup de mesures protectrices qu'on trouve dans un décret de 2004. Mais il y a aussi subsistance de l'interdiction pour certains travaux, notamment tout ce qui est travaux souterrains, les mines, les carrières. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ces dispositions englobent aussi les enfants et les handicapés. Et je fais un clin d'œil à mes amis juristes parce que c'est toujours dans ce package où on met femmes, enfants, incapables majeurs, handicapés, c'est ça la population précaire et qui représente la moitié quand même de la population du pays. Ça m'a toujours frappé cette façon de faire du législateur. D'autres articles sont relatifs à la protection de la maternité. Là, on est aux normes de l'OIT, avec notamment un congé de maternité qui est passé de 12 à 14 semaines, possibilité de prorogation. La femme ne peut pas être, licenciée quand elle est enceinte, et même pendant 14 semaines après l'accouchement, une heure d'allaitement par jour. Et normalement, le code oblige certaines entreprises qui emploient au moins 50 salariés âgés de plus de 16 ans à avoir un lieu pour l'allaitement et normalement pour une crèche. Vous voyez un petit peu pourquoi je lis le code du travail. Quelles sont les insuffisances? D'abord, il y a une absence d'incrimination du harcèlement moral. Le code en fait ne sanctionne que le harcèlement sexuel. Il n'y a rien sur le harcèlement moral. Et puis surtout, ce qui frappe quand on travaille sur ce code, c'est le grand décalage entre un cadre normatif qui se veut aux normes internationales. Et franchement, on est aux normes internationales sur 99% du contenu de ce code. Et puis bien sûr, l'application qui en est faite sur le terrain. Et ce décalage, franchement, donne à réfléchir. Il y a aussi une faiblesse des contrôles effectués par l'inspection du travail. Et selon le ministère de l'Emploi, j'ai une statistique qui date de 2018, ça m'étonnerait que les choses aient changé depuis lors, notamment avec le Covid, etc., et qui dit que 4,4% du total des visites effectuées par l'inspection du travail concerne donc ces questions de femmes, alors que ce secteur est réputé notamment pour la précarité des emplois. Dans le domaine de l'agriculture, de la forêt et des pêches, il n'y a eu que 4,4% encore une fois du total des inspections dans un domaine qui souffre justement de discrimination et d'inégalité. Il y a eu une étude, celles qui travaillent sur ces questions connaissent cette étude, et j'ai jugé bon quand même en dire un mot, qui a été faite, c'est une étude d'ONU Femmes, du ministère des Finances et de l'AFD. Et cette étude, elle est récente, elle est de 21, et elle concerne exactement la thématique que nous traitons aujourd'hui. Elle est faite sur les coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du travail au Maroc. Et cette étude montre que les inégalités de genre dues à la non-inclusion économique des femmes sont considérées non seulement comme une discrimination entre hommes et femmes, mais surtout comme un manque à gagner en termes de croissance du pays. Cette étude d'ailleurs pointe du doigt les différents freins qui empêchent les femmes d'accéder au marché du travail. Et puis elle adopte, ce qui est intéressant, c'est qu'elle adopte une démarche chiffrée et pragmatique, et qui, avec le coût réel de ce que le fait d'écarter les femmes et la non-inclusion des femmes, comment est-ce que ça se répercute concrètement sur le budget, mais aussi sur tous les indicateurs de classement du Maroc. Et vous savez, des fois, on a l'impression, comme disait Madame Lotfi tout à l'heure, que oui, on avance, on fait plein de choses, mais quand on voit les classements, vous arrivez mais vraiment en queue de liste derrière des pays qui nous semblent à nous moins avancés. On a l'impression qu'on est plus avancé que beaucoup. Parce qu'en fait, on fait les réformes, on travaille, on est souvent dans nos bureaux, mais qu'est-ce qui arrive aux citoyens? La question de l'effectivité de toutes les réformes au Maroc est une vraie question.
entre les stratégies, les réflexions, tout le travail de terrain, etc., et ce que perçoit le citoyen à la fin du processus. J'ai presque fini. Quelques recommandations? Déjà, au niveau du code du travail, quelques-unes, déjà intégrer le harcèlement moral, revoir le régime des sanctions. Oui, ça c'est le point faible de ce code. Les sanctions varient entre 2000 et 20 000 dirhams, ce qui est vraiment peu dissuasif. Donc il faut vraiment monter ces pénalités, sinon tous ces beaux principes de l'OIT qu'on a intégrés, etc., ça vaut rien du tout. Parce qu'il y en a qui préfèrent payer la pénalité et se débarrasser de la personne. Et puis aussi, il faut que le Maroc, bien que je vous ai dit qu'il est ratifié et publié pratiquement les plus grandes conventions, il y en a beaucoup de l'OIT, il y en a une qu'on devrait ratifier, c'est la 490, qui porte sur les violences dans l'espace de travail. Au niveau des politiques publiques, et tout à l'heure, je pense que Mme Lotfi l'a souligné aussi, d'abord respecter le droit fondamental des femmes à un travail décent. C'est pas juste faire un travail, il faut un travail décent au sens où l'explique l'OIT. Et on a des définitions, pour ceux que ça intéresse, allez sur le site de l'OIT ou du BIT. Élaborer des politiques publiques volontaristes qui assurent une bonne application du Code de travail, prévoir des politiques sociales d'appui aux familles en matière de crèche, de travailleurs sociaux, de transport. Aujourd'hui, sur le plan social, la prise en charge, nous avons un grand chantier qui est entamé, donc on est fiers de ce chantier-là. Renforcer les moyens de l'inspection du travail, imposer, ça c'est important, imposer des quotas pour faciliter la représentation des femmes au sein de l'entreprise, dans les comités de direction, les comités du personnel, les représentants du personnel. Aussi promouvoir l'adhésion des femmes aux différents syndiqués et imposer des quotas pour que les femmes siègent dans les organes de gouvernance, dirigeants si vous voulez, de ces syndicats. Et en conclusion, vous aurez compris pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je lisais le Code du travail. En fait, j'en viens à la conclusion qu'il ne suffit pas d'avoir un cadre normatif perfectionné. On en a au Maroc. Et celui-là est un exemple, franchement. Mais encore faut-il, si vous voulez, arriver à mettre en œuvre ce cadre normatif. Donc très bien, on s'applaudit pour le Code du travail, qui est une avancée réelle, encore une fois, quasiment aux normes internationales, mais qu'en est-il de la pratique? Et c'est là une question finalement de relais politique pour la mise en œuvre de tout cela. Et je vous remercie. Merci. Madame Hasbi, d'abord pour le respect du temps, pour la pertinence de l'intervention. Oui, tout à fait. Et je rappelle que vous êtes professeur titulaire à l'UM6P, que vous avez une expérience très riche dans le domaine du droit des affaires, la gouvernance publique, l'intégrité et le genre. Donc ça, et le genre, bon, ça c'est bouclé. Donc ça rentre aussi dans vos centres d'intérêt. Alors, je vais sans trop tarder, je vais donner la parole à Madame Atefa Timjirli, qui est vice-présidente à l'Association démocrate des femmes du Maroc et qui est aussi spécialiste dans les questions de lutte contre la violence des femmes. شكرا. العرض ديالي غيكون بالعربيه اليوميه العاديه اللي كنتكلموا بها. الموضوع غادي نبدا من كما بدات الصديقه رابحه. وي فوالا. هو ان كما يتعلق بما هو نورماتيف، بما هو قانوني او معياري، كيفاش يمكن لنا نوضعوه. هنا السؤال ديال العرض ديالي هو ان من الحركه النسائيه والجمعيه الديمقراطيه للنساء المغرب كان عندها مطلب ضصرت المساواه، والان من اجل الملائمه، والان عندنا مطلب اخر هو الملائمه مع الدستور والمواثيق الدوليه. هذا الاطار ان وحنا امام شابات وشبان نقدروا نرجعوا للتاريخ ونقولوا بان كانت ثلاثه ديال اللحظات اللي عرفها المغرب بعد الاستقلال، وهي كلها كان فيها مفارقات. المفارقه الاولى هو اننا ملي خرجنا من الاستعمار الارقام والمؤشرات اللي كانت بالنسبه للنساء كانت كلها تقريبا منعدمه او لا ضعيفه، ما كاين والو، لا بالنسبه للتعليم لا بالنسبه للعمل الى اخره. فجات الخطه الوطنيه لادماج المراه في التنميه، كانت المفارقه لاننا انتقلنا، كان انتقال ديمقراطي، ولكن في نفس الوقت بقينا في واحد المحافظه. اذا الديمقراطيه كتطلب شويه الارتباط بالحداثه، في حين اننا هذه ما قدرناش نديروها، ونبقى النقاش كله كان على ما يتعلق باصلاح مدونات الاسره ديك الساعه. اخيرا دستور 2011 ودستورات المساواه، هذا كان مطلب بان المساواه تكون في الدستور، تكون عندها ماده هي الماده 19، ولكن كيف طرحت قبيله امينه وهي
اننا بقدر ما عندنا كان نص قوي مزيان يعرف الجميع بانه بمعنى انه كيرجع لكل ما هو مواثيق دوليه هذا، ولكن في نفس الوقت ان عرفنا تعثر في السياسات والبرامج، وهذه السياسات والبرامج هي اللي غادي نديروا لها واحد الاشاره. اذا في هذا الاطار انا غادي نقف واحد فيما يتعلق بالقوانين. نقدروا نقولوا بان القوانين المغربيه ما فيهاش نهائيا اشاره ديال التمييز، بمعنى فبالتالي ان نظرا كاينه اتفاقيه السد اللي كتحدد التمييز ضد النساء، فما كاينش اشاره ليه في بمعنى التمييز كل ما كيتعلق هو بالمس بالحقوق للنساء في كل الجوانب طبعا الاقتصاديه والاجتماعيه الى اخره. كذلك ان القوانين ديالنا كلها الترسانه القانونيه ديالنا مليئه بالتمييز، وفي هذا الاطار فين كيبان كل شيء مترابط. فنهضروا فقط على الولوج الى النساء الى العداله، فيمكننا نقولوا بان كاين صعوبات ماليه اجرائيه قانونيه لوجستيكيه لغويه ثقافيه وتواصل. هنا كنتمن كل ما اللغه الامازيغيه النساء الامازيغي كيفاش جا في الفيديو، فبالتالي ان هناك نساء اللي كيتكلموا فقط الامازيغيه وما يمكنلاش تمشي ليها المحكمه لانها ما يمكنلاش تعبر على المطلب ديالها. القانون الجنائي هنا فقط اشاره عامه، وهي ان الجمعيه النسائيه طبعا في اطار تحالف ربيع الكرامه ملي بدا مشروع ديال اصلاح القانون الجنائي، فالمطلب هو ان هذا القانون يتصلح في اللغه ديالو في الفلسفه ديالو في المقتضيات ديالو من اجل العداله الجنائيه للنساء. وهنا يمكن نعطيو واحد المواد كثيره اللي كتوضع النساء في واحد ما يتعلق فقط بنظام الاخلاق، نخليو الامور اللي كترتبط بالنساء والرجال، ولكن هناك امور فيها فقط كترتبط مثلا ما يتعلق بالخيانه الزوجيه، ما يتعلق بالاجهاض الى اخره. باردون. بالنسبه العنف مبني على النوع الاجتماعي. عرفنا اننا كسرنا الصمت على العنف في الثمانينات والتسعينات، واليوم عندنا القانون. هذا القانون ما يمكن لا نقولوا عليه الا انه لحد الان ما بانش الفرق من 2018 لدابا على في هذا القانون هذا. علاش؟ لانه هذا القانون ماشي قانون متكامل، ما فيش كل ما كيتعلق بالتكفل مزيان بمعنى الموارد البشريه ديالها والموارد الماليه كذلك او الماديه، كذلك ما يتعلق بالوقايه ما كايناش نهائيا عكس القانون التونسي، وكذلك الجانب العقابي فقط هو خدا القانون الجنائي وبقى كيعدل بعض المواد هذه بصفه عامه. واخيرا ما يتعلق بالجانب اللي طبعا التكفل بالنساء والحمايه اساسا في المواد. فمن هنا كنعتبروا ان هذا القانون الان في حاجه نحن الى اصلاحه. بالنسبه دائما في اطار الجانب القانوني ما يتعلق بالمشاركه السياسيه، وما غاديش نطول، فقط نعم ان ما دسرت المناصفه والمساواه ان النساء حاضرات، عندنا ارقام، عندنا احصائيات. البرلمان ديالنا المشهد ديالو الان فيه نساء طبعا اعتمادا على اللائحه الوطنيه وكذلك فيما بعد اللائحه الجهويه، ولكن مع ذلك ان المغرب كيحتل المرتبه 112 من اصل 193 في هذا الجانب. باعتبار علاش؟ لاننا ما عندناش اليات، وهذه الاليات كنقولوا بان كذلك الاحزاب تكون عندهم حاضره. ف هنا نقدروا نعطيو امثله كثيره ما غاديش ندخل فيها لان الوقت، ولكن في النقاش نقدر نعطيها لكم. بالنسبه للاليات اللي هي الكفيله بالحمايه واساسا الاليه الوطنيه اللي من 2011 ما كايناش، اللي هي هيئه المناصفه ومحاربه كل اشكال التمييز. هنا السؤال كيطرح علاش اننا دابا بغينا نديروا واحد اللجنه وطنيه اخرى. اذا انا كنعطيكم عناصر اللي كتعطينا ديك الصوره العامه على وضعيه النساء اللي هي بانت في الارقام اللي تكلمنا عليها قبيله. فبالنسبه لكل ما يتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، طبعا اننا بالنسبه للتربيه والتكوين صحيح اننا عندنا الارقام الان جميله، ولكن خصنا نشوفوا الفوارق اللي كاينه بين العالم القروي والعالم المجال الحضري والمجال القروي. كذلك ما يتعلق بالهدر المدرسي، كذلك هاد الجانبين هما اللي كذلك حاضرين بواحد الشكل كبير. ومن هنا فبالتالي انا ملي كناخذ الاحصائيات هي عندي، ولكن هذا الفرق الكبير انه يمكن نقولوا بانه مؤشر على اننا مازال ما وصلناش لذاك التعميم بمعنى الكلمه. وهنا اضافه الى ذلك ماذا نقدم
في كتبنا وطبعا ومقرراتنا على مستوى مؤسسة المساواة أو إدماج المساواة في البرامج والمناهج. وحنا في الجمعية أننا مشتغلين على هذا الملف هذا بواحد الشكل كبير. بالنسبة للصحة هنا كنظن كذلك أن كنعرفوا بأن هناك انخفاض في وفيات الأمهات، ولكن المجال القروي مازال بعيد على هذا المعدل. كذلك نقدر نقولوا بأننا أن وحدة من كل 4 نساء كتوضع خارج المستشفيات، فبالتالي ان هذا هو كذلك ما يتعلق. هذه المؤشرات كلها كتخلي المغرب انه هنا افتح قوس واقول بان النموذج التنموي الجديد اننا حنا اشتغلنا عليه وبان بانه رجع بنا للسبعينات مفهوم التنميه، ولكن كذلك انه اعتبر النساء فئه نجمعها مع الشباب، وهنا يمكن لنا كذلك في النقاش نتكلموا على هذه المساله هذه. بالنسبه للشغل ما غاديش نتكلم عليه باننا رابحه كانت عطات فيه كل ما يتعلق. نعم 2 دقائق. نعم اذا مباشره في هذا الاطار اننا كنعتبروا بان اصلاح مدونه الاسره هو الان ورش تفتح من طرف الجمعيات، وذلك كذلك بعد الخطاب الملكي اللي ربطوا بالتنميه. وهنا غادي نختم باش نقول ان الان المغرب عرف واحد التحول ديموغرافي كبير ما قبل المدونه ديال 2004 وما بعده، وبالتالي ان مكانه النساء وعمل النساء ومجهود النساء لانه اصبح واضحا. وهنا ما غاديش تبقى ديك المراه اللي هي مرتبطه بنفقه الزوج، انها الاساس في كل هذا هو التمكين الاقتصادي، الاستقلاليه الاقتصاديه. كذلك ما نساوش بان هناك واحد العدد من النساء كيعيشوا بوحدهم في واحد الوضعيه، اما ارامل، اما انهم ما تزوجوش، اما كذلك بداو كيتحملوا المسؤوليه ديال طبعا مثلا عندنا المسنات، عندنا الامهات العازبات، عندنا النساء الساجنات. اذا هذه الفئات من النساء عندها كتعيش الهشاشه، وبالتالي اننا في هذا الاطار هذا عندنا 8% ديال المغربيات انهم في وضعيه هشاشه حسب الاحصائيات ديال المندوبيه الساميه للتخطيط. كذلك فبالتالي ان هذا الاصلاح اللي بغيناه يكون هو يتعلق اساسا بانه يواكب التشريعات المؤسساتيه اللي خديناها، يواكب كذلك الواقع اليومي ديال النساء والرجال، واساسا المصلحه الفضلى للطفل. وكذلك ان هذا القانون بغينا وحنا اطارنا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي السوسيو اقتصادي، بغينا بان هذا القانون يكون فيه الجانب ديال نظام الملكيه يدخل فيه، ماشي تبقى هذيك المؤسسات ديال مؤسسه الزواج انا واحد المؤسسه اللي كناخذوا فيها فقط فيها الجانب الاجتماعي وكنساو الجانب الاقتصادي اللي هو كيخلي النساء كيكونوا في وضعيات هشاشه. واخيرا حذف الماده، وانتم كشباب واحد النهار ملي غادي تدخلوا الحياه الزوجيه الا بغيتوا غادي تلقى واحد الماده 400 اللي هي الماده ديال الفقه المالكي اللي كترجع بك ان القاضي الا ما لقى حتى شي حل انه كيرجع لا يعقل اننا حنا في الان في واحد القرن 21 نرجعوا ل 14 القرن باش اننا نقولوا باننا القاضي يرجع لهذه الماده. وكذلك انه بغينا هذا القانون يكون في واحد الجانب زجري اللي يمكن له انه سواء بشكل مدني او بشكل جنائي، وبالتالي انها مدونه تساير العصر، تستجيب للواقع اليومي ماشي الواقع ديال 14 سنه و14 القرن. ونختم في المساله هذه باش ما نطولش. شكرا سيدي. Je me permets de faire un petit résumé très succinct, notamment pour les personnes qui ont pas la langue arabe. C'était donc Madame Tim Gerdine a fait un exposé de l'évolution du cadre réglementaire et juridique lié au statut de la femme, avec toutes les avancées qui ont pu être réalisées, mais qu'il y a eu les toutes dernières, c'est sur la loi de la violence, mais qui aussi présente encore des limites qu'il va falloir faire évoluer, et le code de la famille qui est aujourd'hui un chantier ouvert, et pour lequel on espère que la femme aura, je dirais, un meilleur statut, en tout cas pour faire valoir ses droits, que ce soit sur le plan économique et social. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à M. Taïb Razi, qui est économiste senior au Policy Center, spécialiste du marché de travail, à l'éducation, à la migration et certains aspects du commerce international dans les pays en développement. Donc, à vous la parole. Merci, Madame Bousta. Donc, comme on a vu, la question de l'égalité genre représente un chantier majeur au Maroc, au moins depuis l'année 2000, avec de nombreuses stratégies, programmes, notamment
la stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes de 2002, ICRAM 1, ICRAM juge, ICRAM 2, Temkin, l'adhésion à un ensemble de cadres de droit et d'instruments de droit internationaux, l'adhésion aux objectifs du développement durable, notamment l'objectif 5 dédié spécifiquement à la femme. Dans ce contexte je dirais, dans ce contexte de mise en place d'un ensemble d'instruments à la fois légal, institutionnel et instruments de sensibilisation pour promouvoir l'égalité genre dans tous les domaines, un certain nombre d'avancées ont été réalisées. Ils étaient cités par nos panélistes, y compris ce qui concerne la sphère politique avec l'instauration des quotas au Parlement, ainsi de suite. En ce qui concerne l'éducation, la quasi-généralisation, mais reste des problèmes de décrochage scolaire, des problèmes de la qualité, des problèmes de la transition vers les niveaux supérieurs, notamment le secondaire qualifiant collégial et l'université, malgré que on est à la parité genre dans les universités, notamment dans les filières scientifiques. En ce qui concerne la santé, il y a des avancées aussi avec la progression de l'espérance de vie en bonne santé, avec la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile, et j'en passe. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce qui est à constater, c'est que la participation à l'activité économique peine à progresser et qu'il y a une faiblesse tant au niveau du volume qu'au niveau de la qualité. Et j'aimerais partager là-dessus, dans ce sens, un certain nombre de constats. Le premier, c'est que les femmes se trouvent dans une situation marquée par l'importance des écarts en matière de participation par rapport aux hommes. Les hommes sont, comme on l'a vu dans la capsule, à peu près 7 hommes sur 10 sont actifs, alors que 2 femmes sur 10 sont actives, un écart énorme. Le deuxième constat à faire est que cette faiblesse du taux de l'activité, elle est persistante et ne s'arrête de s'aggraver, avec un taux qui est passé dans le début des années 2000 de quelque chose comme 30% à maintenant 19%. Et cette baisse, ça concerne, elle est généralisée. Et ça concerne tous les milieux, urbains, ruraux, ça concerne toutes les catégories de diplômes, les catégories d'âge. Donc c'est une baisse continue des taux d'activité des femmes qui est généralisée. Le troisième constat est que malgré le fait que seulement 20% des femmes, maintenant 19% des femmes participent au marché du travail, ils sont plus exposés au risque de chômage par rapport aux hommes. En effet, le taux de chômage de ces 20% des femmes actives, il est d'environ 16%. L'autre constat est le faible taux d'emploi, qui est couplé à la faiblesse de la qualité de l'emploi. En effet, le taux d'emploi vulnérable, il est à peu près le taux d'emploi vulnérable occupé par les femmes, il est à peu près de moitié. Par emploi vulnérable, je veux dire les employés pour propre compte, les emplois non rémunérés et les aides familiales pour les femmes. Aussi, un autre constat marquant est que la moitié des femmes travaillent sans contrat. Ce taux il est de à peu près
8 femmes sur 10 dans le milieu rural. Ce qui est très parlant. Le dernier constat, c'est que les femmes entrepreneuses ne constituent qu'une très petite frange de l'ensemble des entrepreneurs au Maroc. Ce taux, il oscille autour de 13, 12, 14% depuis 2014. Maintenant, quelles sont les raisons derrière cette situation de faiblesse de l'activité des femmes sur le marché du travail, de leur exposition leur exposition disproportionnée au risque de chômage, au risque d'emploi vulnérable? En fait, nos investigations pointent du doigt un ensemble de facteurs. Le premier, c'est l'accès aux inputs, c'est-à-dire l'accès aux terres. Madame, on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi l'accès au financement, avec un taux de bancarisation des femmes qui est autour de 30%, si je me rappelle bien du chiffre. Pour les femmes dans le milieu rural, j'en parle pas. Il y a le problème de l'éducation, notamment la qualité. Il y a le problème du transport et de la mobilité, parce que dans le cadre d'un foyer, la décision de participation se fait en confrontant les bénéfices de cette participation par rapport au coût de la participation. Dans le cadre d'un foyer, ce sont les négociations intrafamiliales qui aboutissent à cette décision de participation ou non, et du mari, de l'épouse. Et donc, dans ce cadre des négociations intrafamiliales et avec une prépondérance de l'emploi à faible salaire pour les femmes, l'hypothèse ou l'intuition est que le salaire proposé par le marché pour les femmes est moins inférieur que le salaire de réservation, c'est-à-dire le salaire à partir duquel la femme est prête à participer dans le marché du travail. N'oublions pas que la participation dans le marché du travail engendre un ensemble de coûts, notamment les coûts liés au transport, les coûts liés à la garde des enfants, et j'en passe. Il y a les questions du préscolaire, il y a la question du marché du travail même, la question de l'économie, la question de la création des emplois. On en a parlé avec Madame Boustin très récemment. Et je partage votre avis. Pour moi, c'est la question de la demande du travail qui est la question essentielle pour cette configuration du marché du travail dans son ensemble, et particulièrement le cas des femmes. Je m'explique. Dans le marché du travail marocain, il y a une démographie qui alimente les stocks des demandeurs d'emploi. Un pays qui est en transition démographique, qui a engendré la hausse des populations en âge du travail, l'explosion démographique notamment des jeunes, qui persistera pendant au moins 2 décennies, avec les moins 15 ans représentant à peu près 20 à 25% de la population. Donc, une forte demande sociale pour l'emploi. En contrepartie, les créations d'emplois présentent des insuffisances tant en nombre qu'en termes de la qualité. En effet, les emplois sont insuffisants en nombre et évoluent à un rythme très modéré, voire modeste.
l'explosion démographique dans ce sens, elle est confrontée à une réponse limitée en termes d'emploi, tant en termes de quantité qu'en termes de qualité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on a un marché de travail qui est peu, où l'intermédiation est peu développée, c'est-à-dire que l'intermédiation sur le marché du travail est caractérisée par une faible couverture de certaines catégories de la population et une faible couverture des territoires, une intermédiation publique qui est limitée tant par rapport aux populations et par rapport au territoire, et une intermédiation privée qui est encore très limitée avec un tas de barrières à l'entrée, un système d'information qui est en phase de développement. À cela s'ajoute un certain nombre de dysfonctionnements sur le marché. Une minute, on a dit. Ça fait, je comprends. À cela s'ajoute un certain nombre de dysfonctionnements sur le marché du travail, notamment sa rigidité. Madame, on a parlé tout à l'heure, lorsqu'elle a discuté tout ce qui concerne les normes instituées par le Code du travail. Donc, dans ce cadre, on est face à une situation de rationnement de la demande d'emploi, réponse limitée en termes d'offres d'emploi, une situation qui peut être aussi qualifiée de situation d'excès de l'offre du travail, forte demande sociale pour l'emploi décent, notamment par les femmes, conjuguée à dysfonctionnement du marché, la rigidité, le code du travail et l'intermédiation. Dans ce cadre, naissent en principe 3 phénomènes majeurs. Le premier, c'est le chômage, notamment des femmes et des jeunes. Le deuxième, c'est le découragement, notamment des femmes et des jeunes, des taux d'activité qui sont à 19% maintenant pour les femmes. Et le troisième phénomène, qui est un phénomène à mon avis très alarmant, c'est la constitution d'une génération de jeunes nés, c'est-à-dire ni en éducation, ni en formation, ni en emploi, qui sont en principe des femmes. Les 3 quarts de ces jeunes nés au Maroc aujourd'hui sont des femmes. Et je termine sur cette mauvaise note, malheureusement. Merci Sirazi. C'est vrai que l'analyse des chiffres nous révèle beaucoup de choses et je pense qu'il y a quand même des choses, des aspects positifs, même si vous avez terminé par un point négatif. Si on analyse l'évolution du taux d'activité de la femme, on constate qu'en milieu urbain, pour les 25 à 59 ans, ça augmente, ça progresse. Mais ça ne progresse pas avec le niveau qui permet d'absorber la perte constatée notamment au milieu rural. Ça, c'est des réalités. On a des disparités territoriales, des disparités entre milieu urbain et rural qui démontrent que justement le taux global est en baisse. Mais réellement, quand on voit le milieu urbain, il y a une certaine progression, notamment entre 25 et 59 ans, mais qui reste, comme j'ai dit, absorbée. L'autre point qui est aussi essentiel à dire, c'est que pour les diplômés universitaires, le taux d'activité des diplômés universitaires est meilleur. Il était de 70% il y a 10 ans, mais malheureusement, il commence à régresser. On est à peine à 60%. On aurait pu penser que peut-être si on devait concentrer tous nos efforts, on mettrait tout l'effort au niveau des études pour que la femme, justement, puisse accomplir tout son processus et qu'on mette tout le moyen pour qu'il y arrive. Mais malgré ça, ce qu'avait dit Sita Ibrazi, c'est que le marché n'absorbe pas. Et quand le marché n'absorbe pas tout ce qu'on produit, l'avantage va à l'homme, malheureusement, et c'est pour ça que le gap se maintient. Donc, sur 20 ans, on a 50 points de pourcentage d'écart entre le taux d'activité de l'homme et de la femme. Maintenant, dans cette notion de taux d'activité, et moi je suis à chaque fois interpellée quand je vois la presse, 80% de femmes non actives. Franchement, ce terme doit changer.
parce qu'ils n'ont pas de travail rémunéré, mais toutes les femmes sont actives. Il n'y a pas, sauf ceux qui sont dans des conditions ne leur permettant pas de l'être. Mais toutes les femmes travaillent, et je ne pense pas qu'on puisse considérer, parce que ce n'est pas un travail rémunéré, qu'elles ne sont pas actives. Donc la question de valorisation du travail est aussi un point fondamental. Bon, maintenant, l'idée c'est de ne pas masquer aussi, pour qu'on ne considère pas que finalement vous êtes tous dans le travail, on va mener aucun plan. Donc c'est juste pour donner à chaque chose sa valeur. L'idée c'est de valoriser tout ce qui se fait, parce que ça a un impact au niveau économique et social en termes de résilience, vous l'avez dit, mais en même temps ne masquons pas la réalité, parce que justement la femme doit exercer ses choix, doit avoir la possibilité d'avoir une accessibilité équitable et égale aux opportunités économiques, pour son intérêt, mais aussi pour l'intérêt du pays. Et je pense que ça, c'est fondamental aussi pour ne pas un petit peu donner je dirais des interprétations qui ne sont pas réellement, ne traduisent pas la réalité. Voilà. Alors, on a aussi des paradoxes. Vous allez trouver que les femmes sont les plus solvables dans le système financier, et c'est elles qui ont la difficulté d'accès aux financiers. Parce que justement, il n'y a pas l'accès à la propriété qui ne leur permet pas d'avoir des garanties. Voilà, donc ce sont un ensemble de phénomènes. Malheureusement, ces phénomènes s'installent depuis des vingtaines d'années. On a évolué, on a eu beaucoup de progrès, mais finalement, ce même discours qu'on tient aujourd'hui dans ce panel, je suis sûre qu'il y a une dizaine d'années, les mêmes panélistes autres ont débattu de la même thématique, mais qu'on n'évolue pas. Et ce qui m'inquiète davantage, et ça on le verra dans le prochain panel, c'est qu'il y a les nouvelles technologies qui vont poser de nouveaux défis, de nouvelles mutations. On n'a pas encore résolu notre histoire ancienne et on va se retrouver encore dans de nouvelles choses. Alors comment on se prépare? Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Et c'est pour ça que le regard des jeunes, pour moi, est très important. Parce que vous allez porter cette transformation à l'avenir, vous êtes acteurs et actrices du changement, et qu'il va falloir dès à présent se projeter, dès à présent anticiper, dès à présent créer cette rupture qui nous permettrait justement, au lieu d'être dans cette descente, en fait, dans ce déclin, de se redresser. Alors il y a des théoriciens qui disent qu'il y a une courbe en U, en fonction du développement du pays. C'est-à-dire qu'on est dans le fond, j'espère qu'on est dans le plan, mais cette théorie de U, elle a été constatée au sud-est asiatique, où beaucoup de pays en voie de développement. Ils se sont repris, mais elle n'a pas duré 20 ans comme la nôtre. Donc ça nous interpelle aussi de dire quels sont ces catalyseurs, quels sont ces éléments qui nous permettent de faire sauter. Bonne nouvelle peut-être, c'est que le nombre de femmes en milieu rural est en train de baisser. Donc on se dit, plus on urbanise, plus il y a cette dynamique, tant mieux. Mais encore, il ne faudrait pas aussi perdre de vue qu'il y a des disparités territoriales qui sont là, qui s'imposent et qui peut-être vont nous rattraper. Il va falloir travailler aussi sur le terrain pour justement éviter ces écarts. Voilà, je pense que j'ai fait un petit résumé. La parole est à la salle pour ceux qui souhaiteraient enrichir le débat. Et donc, à vous la parole. Vous avez juste besoin de lever la main et vous mettre debout. Vous présentez, parce qu'il n'y a pas de micro. Donc, juste pour qu'on puisse organiser, parce que vous avez tous le micro. Tout était clair. Non, mais moi j'ai envie de poser. Oui, s'il vous plaît. Merci. صباح الخير باش نبداو نتفقوا المداخلات ديال المتدخلات والمتدخلين. صباح الخير رشيدة إسحاق محامية كاتبة العامة لجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة. كنشكر مدام بسا وكذلك الجمعية أنا ديك المقدمة التاريخية لعبتها على الحركة النسائية. وحنا محتاجين لها ونحتاجين كذلك الشرف انهم يعرفوا يعني على المعاناه ويعني مجموع الاكراهات والتحديات اللي خاضتها الحركه النسائيه باش نوصلوا يعني لهذا الوضع اللي حنا فيه. حنا الوضع اللي حنا فيه راه يعني قطعنا واحد الاشواط كثيره مجموعه ديال المحطات اللي من بينها الخطه الوطنيه لإنتاج المراه، واللي كانت من بين الفاعلات اللي باين فيها الاستاذه نزهه الشحاني اللي جاتنا بهذه المجموعه ديال الخطط اللي تمكنتنا باش نوصلوا لهذا الوضعيه. هو كاين فرق كبير ما بين التشريع وبين الواقع. كنعتقد ان عندنا حساسه قانونيه مهمه في مجال الحقوق ديال النساء، ولكن الاشكال الكبير اللي عندنا هو في التطبيق.
ونرجعوا غير الخطاب ديال جلالة الملك في مناسبة عيد الحرش اللي ربط فيه التنمية بالحقوق ديال المرأة، وقال بان راه يعني ان كاين واحد لو ديكالاج ما بين ما هو قانوني وما بين ما هو فعلي في التنفيذ. وعلى سبيل المثال ما جاء في الموضوع يعني جات واحد المجموعه ديال الحقوق ولكن في التنفيذ ما كنحسوش بها. فعلى سبيل المثال اختصام الممتلكات جا واحد الفصل ديال التوضيع، ولكن للاسف يعني القضاة ما مشاوش معاه، يعني ما فعلوش بواحد الطريقه اللي هي علميه واستندوا الطريقه اللي هي فقهيه. الماده 400 كما قالت الاستاذه عاطفه اللي خصنا ناكدوا على انها خصها تزول، لان هذه فيها الفقه المالكي، وكنعرفوا بان الفقه المالكي فيه واحد المجموعه ديال القواعد التمييزيه والإحصائية للمراه. اذا ما حاجتناش بواحد النص اللي غادي يجي يخلي المراه دائما مقيده وعندنا واحد تخلقنا مجموعه ديال العراقيل. كذلك واحد المسألة يعني خصنا نطالبوا بتشريع تجريم التمييز. هذه مسألة مهمة، لأن إلا ما كانش واحد النص في المادة الجنائية القانون الجنائي اللي تيجرم التمييز، راه ما كتكونش عندنا يعني واحد ما ننتظروش واحد النتائج اللي هي مهمة باش المرأة يعني تبلغ المكانة اللي كتستحقها في المجتمع. علاش قلت التمييز؟ لأن باش نعطي واحد المثال ديال طبيبة جراحة ديال القلب عندها قرص ما عندهاش الحق انها دير ليزوبيراسيون، ودات وتمسكت بحقها ودات دي بروسيدور، يعني دات دي بروسيدور باش تصلها الحق، ولكن للاسف بالنسبه تحفظها وكيل الملك. علاش؟ لان ما عندوش داك النص اللي تيعطيه الحق انه يدير المتابعه ضد يعني ذاك الشاف ولا الانسان الشاف اللي تيحدد اللي تيعطي الحق الدكاتره باش يديروا لي زوبيراسيون، وبقاو خلاوها راهي كتدير كتدير لي سكانر. انها طبيبه جراحه ديال القلب يعني كفاءه عاليه، عرفتيها استاذه عاطفه في الضبط هذه المساله. اذا حنا محتاجين واحد النص اللي يدير لنا اللي يجرم التمييز. وشكرا لكم وكنتي مدام مشكورة. Merci à tous les panélistes, Madame Lotfi. Non, j'ai juste envie de soulever, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt vos différentes analyses, approches qui d'ailleurs se complètent, mais j'ai envie de souligner qu'à côté de tout cela, il y a aussi une question qui n'a peut-être pas été soulevée, c'est celle du secteur informel. Là, je voudrais soulever la question d'abord de l'informel et revenir un peu à ce que dit Mme Moussa concernant la définition de ce que c'est que le travail de l'activité. C'est un secteur où qui est, je dirais, peut-être dominé par la présence féminine, mais ce qui pose comme problème, donc, leur contribution n'est pas mise en valeur, elle n'est pas comptabilisée, mais au-delà, c'est leur protection qui nous pose problème. Et donc c'est un élément je souhaiterais aussi ajouter à ce débat. Et je voudrais aussi pour aller dans les causes profondes. Lorsqu'on veut toucher dans notre analyse à aller aux causes profondes, je pense qu'il faudrait revoir tout le modèle économique du pays et la place des femmes dans les taux de décision partout. Jusqu'à présent, le taux de croissance réalisé par le Maroc ne permettra pas d'absorber une main-d'œuvre et ceci est un frein substantiel dans l'avancement de notre économie, d'une part, et ceci est lié encore une fois à toutes les lois qui sont mises en place, à la rigidité et la dominance du secteur public face au secteur privé qui reste fondé sur la notion familiale, d'une part, donc cette rigidité, mais aussi de toute la culture en place machiste, masculiniste. Aujourd'hui, on parle de masculinité positive, et je voudrais attirer justement le débat sur la question de la jeunesse, de la gente masculine, comment elle pourrait contribuer à la masculinité positive pour
voilà, contribuer à lever ces barrières pour justement un lendemain meilleur. On va prendre l'ensemble d'interrogations. Moi, je voulais ajouter je peux parler comme ça. Oui, on va vous voir. Je voulais ajouter à ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a eu des réalisations, c'est très bien. Mais ce qui doit nous interpeller, c'est pourquoi dans notre pays, ça fait 30 ans qu'il y a des réalisations, il y a des choses, et on a des statistiques alarmantes. Moi, j'ai trouvé le chiffre le Gender Global Index de 2022. Ouais. Imaginez que nous sommes au 136e rang sur 146 pays au niveau de l'égalité. Et c'est là où il faut mettre le point sur ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, alors, et c'est apparu dans les interventions, tant que nous n'aurons pas une vision globale, tant que nous n'aurons pas une politique globale, il faut que tout le monde s'assoie. Il faut que l'exécutif, le législatif, le ADEC, tout le monde contribue et qu'on puisse avoir une vision globale avec une politique globale et intersectorielle. Et il faut avoir des indicateurs, de mesures de rendement. La chose que nous ne faisons pas. Est-ce que nous savons, au niveau de la justice, combien de femmes, on a démoli la vie de combien de femmes? Est-ce que vous savez, au niveau de l'informel, combien il y a de femmes qui ont sombré dans la pauvreté parce que précisément elles n'ont pas de couverture sociale? Est-ce qu'on sait combien il y a eu d'enfants qui sont issus, qui sont avec des mères célibataires et qui sont dans la drogue, qui sont dans la rue, qui sont... Tout cela, il y a des sujets tabous sur lesquels on ne rapporte pas. Et je pense qu'il est temps de commencer à analyser et à avoir des chiffres sur les mères célibataires, sur les en situation de déperdition, sur la pauvreté et surtout, et je pense que c'est là le rôle des universités, tout. Il faut compiler. Nous ne compilons pas ce que nous faisons. Il y a eu des réalisations, mais nous ne les avons pas compilées. On va, s'il vous plaît. Oui, bonjour, effectivement. Je suis Salma Davé, entrepreneur, économiste et en même temps banqueuse et stratège. Donc, je vous remercie énormément pour cette analyse, cette étude par rapport à la femme et également de l'invitation. Pour moi, pour ma part, j'ai bien assisté à toutes les réalisations de ce que parlait Madame Godfrey quand j'étais enfant. Donc, effectivement, nous avons vu sur le plan de féministe, abolition de la petite fille qui ne travaille pas. On a vraiment célébré quand on a découvert ce genre de choses parce qu'on ne comprenait pas pourquoi à l'âge de 8 ans. Nous, on est allés à l'école et d'autres petites filles étaient tenues de faire certaines choses. Donc, ceci dit, quand on est en présence et qu'on entend tous les problèmes et qu'en parallèle on n'entend pas de solutions, spécialement que quand on s'est retrouvé dans l'autonomisation des femmes, le fait de travailler sur ce sujet, d'avoir des statistiques et tout ça, par pur, on va dire, intéressement envers la femme et la situation. Donc quand on voit que l'Afrique autrefois elle était matriarcale avant d'être patriarcale et qu'on s'est retrouvé avec toutes ces situations, mais on se dit toujours qu'on est vraiment, on doit remercier tout ce qui s'est passé durant toutes ces années parce que aujourd'hui la femme elle peut être comme elle veut. Elle peut en même temps être s'habiller comme elle veut, travailler comme elle veut et continuer. C'est vrai qu'on a l'insertion professionnelle qui a régressé, qui a atteint 16% et qu'on est normalement en train d'opérer pour atteindre les SDGs et pouvoir les répondre. Mais on ne peut pas oublier que, par exemple, quand j'ai participé à la consultation du rapport mondial, notamment sur l'Internet en 2016 à la Banque mondiale, on était déjà en train de parler là-dedans de tout ce qui est nouvelle technologie. Et à cet instant-là, on parlait déjà du fait de comment pouvoir atteindre ces réseaux-là en montagne, peut-être qu'il faut faire satellitaire. Et donc, on se retrouve, par exemple, en 2023, qu'il n'y a encore aucune stratégie. Je pense que la situation de la femme ne peut pas s'améliorer si ce n'est pas une affaire, je vais dire, d'État. Ça veut dire que nous tous, aujourd'hui, on doit s'asseoir, parler, discuter. Je ne suis pas une association aujourd'hui, je suis une simple entrepreneur et qui travaille avec beaucoup de partenaires pour pouvoir améliorer la situation de la femme, de la jeune fille. Et n'oubliez pas le jeune garçon, parce que ce garçon-là, demain, on va pouvoir l'éduquer pour qu'il puisse apporter son aide à les femmes et les respecter.
Donc, si on ne s'assoit pas tous sur la même table, on n'a pas la même synergie, si on n'a pas la même vision, on ne pourra pas réellement avancer. Si chacun de nous est... Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on essaie de trouver et que, à force qu'on a entendu, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à entendre beaucoup de discours, beaucoup de choses. Notre Majesté, il a vraiment tenu à apporter beaucoup de choses. Mais vraiment, est-ce qu'on pourrait avoir un comité, un modèle, différentes personnes composées de société civile, partis politiques et tout, qui vont pouvoir nous faire avancer vers l'avenir et on se sent vraiment meilleur parce que le 8 sur 10, on en parle déjà à la septembre en 2019 pour notre projet pour dire que voilà, l'insertion des femmes, il y a un problème et tout, mais à ce jour, on n'a pas de... Merci beaucoup. S'il vous plaît. Bonjour, permettez-moi de rester assis. Alors, Toby Youssef, je suis senior International Relations Specialist au Policy Center. J'ai été très heureux d'avoir des perspectives juridiques et économiques de la situation des femmes au Maroc. Permettez-moi de donner un aspect sociologique et politique et de jeter un pavé dans la mare. Moi, je pense par rapport à cette question-là de l'exclusion des femmes, dans la société marocaine, on est dans une tyrannie de la majorité. La réalité, c'est que plus de 70% à 80% de la société marocaine est conservatrice et a des pensées sexistes et réductrices de la femme. Et souvent, les femmes, en elles-mêmes, les femmes marocaines, considèrent qu'elles n'ont pas de place dans le marché de travail, que cette vision conservatrice est la vision juste. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un modèle on est dans un changement civilisationnel. Et il n'y a pas eu de révolution féministe au Maroc. On a rattrapé le train en marche, le droit de vote des femmes, etc. Il y a eu tout un mouvement dans les années 1910-1930 de fortes manifestations, et c'est vu la société civile en Occident. Et nous, on a pris le train en marche, mais il n'y a pas eu réellement, de la part des femmes, une révolution féministe pour pouvoir réclamer ses droits. Et encore une fois, moi, en tant qu'homme progressiste, et vous parlez de masculinité positive, je me retrouve dans des débats, et j'ai 28 ans, avec des gens qui sont supposément éduqués, des hommes, des femmes supposément éduqués, et qui ont des idées totalement réductrices, ce que je considère comme réducteur par rapport à la situation des hommes et des femmes, par rapport à la libération sexuelle de la femme, du droit de la femme à disposer de son corps. Il y a eu une affaire de viol dernièrement. Je suis choqué des débats que j'ai aujourd'hui avec des gens qui sont supposément éduqués et qui défendent cette personne. Donc je pense que vraiment il y a une question d'idéologie à avoir. Il y a un changement de mentalité qui ne s'est pas opéré. On peut en parler des heures et des heures, mais la réalité, l'éléphant dans la pièce, c'est que la majorité des Marocains sont conservateurs, la majorité des Marocains ne considèrent pas que les femmes et les hommes sont égales, et la majorité des Marocains, hommes et femmes, ne voient pas forcément la nécessité de l'inclusion socio-économique des femmes dans le marché du travail. Voilà. Merci d'avoir. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je vais donner peut-être à nos panélistes de réagir sur s'il y a des choses qu'il faudrait ajouter. En tout cas, le sujet, il est assez profond, effectivement. Il y a beaucoup d'éléments d'analyse, mais pour respecter le programme. Donc, je vais peut-être citer Ibrahim Déby, le dernier. D'accord. Réaction. Merci. Je réagirai par rapport à un certain nombre de questions. Commentaires plutôt. Commentaires concernant l'informel. Je partage totalement ce que vous pensez de cette question. La question du classement du Maroc dans le Global Gender Gap Report. En effet, cette place qu'occupe le Maroc est essentiellement expliquée par la détérioration de la place de la femme sur le marché du travail, et encore par son autonomisation dans la sphère politique. On est parmi vraiment, on est 123e en ce qui concerne le politique, et on est 146e en ce qui concerne l'économie. En ce qui concerne... On est dernier parce que le 2022, je pense qu'il va passer. J'ai devant moi le 2020. J'ai le 2020. Dans la région maintenant, on est les mauvaises élèves. C'est le bon chiffre que vous avez. Je regarde le 2020. Là, 22. je regarde le
Pour ce qui est de la solution par rapport à... Il n'y a pas de solution magique, mais une des solutions est de peut-être œuvrer pour accélérer la transformation structurelle de l'économie marocaine. On est dans une situation où ces structures actuelles, je dirais les branches, les secteurs qui sont porteurs de croissance ne sont pas porteurs d'emploi. On est dans une situation où la productivité vient des secteurs qui sont à part minime dans l'emploi et qui sont à part minime peut-être dans la valeur ajoutée. Donc, c'est normal que la croissance économique au Maroc soit peu porteuse en termes d'emploi. Donc, une des solutions, à mon sens, c'est d'accélérer la transition, d'accélérer la transformation structurelle de notre économie. Cela ne peut être fait que en abolissant un certain nombre de rigidités structurelles sur le marché du travail, sur le marché des biens et services et bien notamment sur le marché des capitaux, je dis. Merci. شكرا. انا كذلك باختصار المساله اللي لاحظت بان كاين واحد التوجه اننا دائما كنهضروا على النساء والشباب. هذا الربط هذا بيناتهم هو انه كنظن كيخلق لنا واحد العائق معرفي، في حين ان ماشي نفس الوضعيه، لان ما يتعلق بالشباب هو عنده عوامل اللي هي نقدروا نقولوا عندها علاقه بالشروط اللي كتسمح بالتطور، بمعنى عندها علاقه بالاحزاب، عندها علاقه بالسياسه المتبعه، في حين ان ما يتعلق بالنساء هو عنده اسباب ثقافيه، سوسيو اقتصاديه، تاريخيه الى اخره. وفي هذا الاطار هذا واحد النقطه ما تكلمش عليها مزيان، ولكن نبغي طبعا كشابات وشبان انهم يهتموا بها، وهي تقرير ديال النموذج التنموي الجديد، نوفو ديفلوبمون، هذا النموذج ديفلوبمون. فاللي كنلاحظوا بان في هذا التقرير كاين التقرير المفصل وكاين التقرير المختصر، فإلا قرينا هذا إلا طلينا عليه غنلقاو بان المقاربه المعتمده في هذا التقرير هذا ما يمكنش نهائيا توصلنا في 2035 لا المساواة ولا المناصفة، لا على مستوى المقاربة ولا على مستوى كذلك التوجه. نعطيو مثال بسيط، هو انه مثلا كان واحد العدد ديال العائلات كيعانيو من مساله ديال التعصيب، انك لما كانوش عندك ولد في حاله الوفاه ديال الاب كتجي العائله كتدخل، وهذا كيتناقض مع المدونه اللي هي كانت انها في واحد الجانب كتركز على الاسره الصغيره، ومن بعد حوايج اخرى كتركز على الاسره اللي فيها الاعمام ولاد الاعمام الى اخره. فهذا النموذج هذا في هذا التقرير هذا كيقول لك لا، القاضي يقدر ما كايناش الجرأه، غادي يقدر ياخذ حاله بعد حاله. كذلك كيتكلم على مفهوم التنميه بالمعنى ديال السبعينات، ماشي الان اللي كاين المفهوم ديال التنميه اللي هو حاجه اخرى، كيتكلم على النمو اكثر ما كيتكلم على التنميه. هذا دونك هذا التقرير هذا كانت واحد المجموعه الملاحظات اللي درنا حنا فيها قراءه، درنا كذلك تعليق، ودرنا راه كاين في الباج فيسبوك ديال الضيفين. اذا احنا اي مغرب نريد البنات 2035 اللي نتوما، فكنظن هذا كان خصنا كيف كيقولوا اننا زمان نوجدوا راسنا لهذا النقاش بخصوص هذا التوجه العام اللي كاين لا في السياسات ولا في القوانين ولا في الآليات. وشكرا. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste abonder dans le sens de l'approche stratégique. Il y a des thématiques comme celle que nous avons aujourd'hui. Je fais un rapprochement aussi avec la thématique de la corruption. On ne peut pas juste avoir des approches sectorielles comme ça. Il faut vraiment une vue globale et actionner tous les leviers en même temps si on veut arriver à quelque chose. Sinon, on va évoluer là, mais de l'autre côté, ça va pas. Et je rebondis ce qu'a dit Madame l'avocate sur le décalage. Ce que j'ai un peu dit, entre des textes qui sont parfois magnifiques et puis ce qu'on en fait. Je prends le code de la famille et dans le discours royal, donc lui-même a insisté sur ce décalage et qu'il a dit que c'est pas normal. Il y a des choses, des avancées dans le code, mais comment le juge? Moi, je trouve qu'un des nœuds du problème, c'est le juge marocain. Quand vous voyez comment ce juge est formé, on se pose des questions. J'ai eu le privilège et la chance de faire partie de la commission nationale qui a travaillé sur la réforme du système judiciaire. Et parmi les axes
justement qui ont été portés dans la charte à Sa Majesté, on a insisté sur la formation des jeunes. Les jeunes, il faut voir le référentiel. Alors, juste une petite parenthèse. J'ai fait, il y a quelque temps, un travail d'analyse de la jurisprudence sur Shiqaq. Quand il y a eu Shiqaq, tout le monde dit maintenant, ça va être la débauche au Maroc, les femmes, effectivement, les juges ont été au départ très réceptifs à ce mode. Et ça a permis d'élaguer tous les retards qu'il y avait de femmes qui n'arrivaient pas à obtenir le divorce, parce qu'elles n'arrivent pas à prouver le préjudice. Et puis au fur et à mesure des années, le juge, petit à petit, oui, ce qui est intéressant aussi, ils étaient très ouverts, mais dans les motivations du juge, jamais je n'ai trouvé sur 160 décisions, je n'ai pas trouvé une seule référence à un référentiel international. كيقول لي حسب تحفة ابن عاصم او الامام مختصر ابن خليل ترجع لي le référentiel. J'ai rien contre, bien sûr c'est notre référentiel, mais il y a aussi les conventions. Aucun, jamais je n'ai vu ça. Et après j'ai repris ce travail avec d'autres décisions plus récentes et je me suis rendu compte qu'en fait les magistrats étaient en train de glisser. Au début d'ailleurs on pensait, à tort d'ailleurs, que ce mode c'était que pour les femmes. En fait, non, c'est pour les deux. Et de plus en plus d'hommes viennent là. Mais que fait le juge aujourd'hui? Le juge marocain, de plus en plus, tend à assimiler Shiqaq au divorce par préjudice. Or, sur le plan du droit, il y a un problème. Parce que le divorce par préjudice, il faut que la femme prouve le préjudice. Alors que Shiqaq, là. Donc, vous voyez, donc on est en train de glisser comme ça, sans rien dire, pas de référence. Et quand vous voyez, encore une fois, comment sont formés les magistrats, le statut personnel, je pense que là, il y a un travail. Oui, voilà, merci. Mais il me reste qu'à vous remercier. Donc là, il y a une pause café. Oui, il y a encore une question. On va la faire après. Parce que là, on a une petite pause pour respecter le programme. Donc je vous invite à...